Bonjour, shalom, salam alaikum, ou plutôt mbo, je vous salue ainsi en langue tamberma. Rendons d'abord grâce à Dieu qui nous a conduits à Kara et nous a ramenés sains et saufs à Lomé. Gloire le soit rendue. Merci pour les bonnes volontés qui ont facilité notre déplacement et l'animation du club La Presse sur place à Kara, également pour le retour ici à Lomé. Nous vous retrouverons depuis le studio bleu de Canal FM. Michel Kokou, Vitogbe Toméga et Jérôme Dakoucha qui ont été du voyage avec nous et que nous ramenons encore au studio. Rassurez-vous, ils sont bien portants. Au studio ici, Uriel Enyang, bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à toute l'équipe technique, Jérôme et Michel Kokou. Franchement, félicitations pour tout le travail que vous avez abattu. Que nous avons. Vous étiez de la partie. J'y étais, mais particulièrement ce que vous avez abattu comme travail à Kara, tout le monde vous en félicite. Merci. Bon retour de Kara, tout comme Alero Moro Chakala. Bonjour. Bonjour Bossas, bonjour vos confrères en studio et bonjour à toutes et à tous. Pendant que nous étions à Kara, il fallait quand même des gens pour garder la maison à Lomé ici, n'est-ce pas Didier Azoba? Évidemment, on a tenu l'arrière en nous assurant que tout se passe bien de l'autre côté à Kara et également à Lomé. Bien entendu, on était sur tous les fronts pendant que vous étiez à Kara, donc c'est avec joie que nous vous retrouvons en pleine forme actuellement dans le studio ici à Canal FM. Et donc bonjour à tout le monde également, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Merci, c'est parti pour cette semaine avec la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de l'écrivaine française Marguerite Yourcenar qui a écrit qu'il n'y a pas de sagesse sans courtoisie ni de sainteté sans chaleur humaine. Encore une fois, il n'y a pas de sagesse sans courtoisie, ni de sainteté sans chaleur humaine. Je disais, je rendais grâce à Dieu en début d'émission pour nous avoir conduits à Kara et nous a ramenés sains et saufs ici à Lomé. Avec notre foi, il faut toujours se tourner vers Dieu et lui dire merci et lui demander inspiration. C'est ce que vous faites de votre façon quand vous revenez sur une actualité, un événement d'ordre religieux. Il s'est agi de la 10e édition du concours de récitation du Saint-Coran. Ça a été fait à Lomé le week-end dernier et Courrier de la République, vous y revenez. Allez. Oui, c'est la fondation Mohamed VI qui a organisé la récitation, ce concours de récitation du Saint-Coran et c'est la maison du Hajj qui a abrité cet événement. C'est la 2e édition. Il s'agit pour tous ceux-là qui ont pris part maîtriser le Saint-Livre, le Saint-Coran, et il y avait 2 catégories, ceux-là qui maîtrisent l'entièreté du livre saint et ceux-là qui le maîtrisent à moitié. Donc chacun en a eu pour sa part, avec un jury très averti, c'est des érudits, c'est des gens qui connaissent bien l'islam, le Coran, et ça s'est très bien passé. Et une fois encore, les jeunes qui ont pris part à ce concours ont démontré leur foi à travers cette maîtrise qu'ils avaient du livre saint. Donc, certains ont été retenus, il y avait des filles dedans, tout comme des hommes, et ils auront maintenant, sur le plan continental, à prendre part à un concours, et cette édition sera faite au Gabon, où tous les postulants, ceux-là qui vont prendre part à cette chose, se retrouveront, tous les pays musulmans ou non musulmans du continent, se retrouveront en terre gabonaise pour la grande finale. Donc ça s'est encore bien passé pour cette édition et félicitations à la Fondation Mohamed VI qui tous les ans essaie d'améliorer ses prestations, essaie quand même d'assurer la piété et de demander aux gens maintenant
de croire en Dieu. Et ils ont prié également pour le Togo par rapport à ce virage capital que nous amorçons parce que bientôt la présidentielle. Donc ceux-là qui ont pu être couronnés, que le suivi se fasse pour que on ne fasse pas piètre prestation en termes gamonaises. Merci. Les jeunes Togolais, jeunes filles et jeunes garçons qui ont démontré leur maîtrise du Saint-Coran. Seulement, je suis un peu déçu que je n'ai pas vu sur la liste des candidats un certain Aliru Moru Chakala pour démontrer à l'opinion comment vous maîtrisez le Saint-Coran. Non, je maîtrise le Saint-Coran, au moins les béabas qu'il me faut pour adorer mon Dieu, pour célébrer mon Créateur. Je maîtrise quand même les concours. C'est une quête permanente de la connaissance. On ne finit jamais d'apprendre. Ceux-là, les érudits même qui étaient là, qui constituaient le jury aussi, continuent toujours d'apprendre. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre le Saint-Coran. Il y a toujours des perfections à acquérir et des choses à améliorer. Merci. Vivement qu'à un prochain concours, on puisse voir sur scène nos confrères musulmans, les Sam Djobo, Abbas Issaka, Aliru Chakala, Bourema Tchabore, El Hadj Arim Yahou Tchanyao. Vivement que vous fassiez partie des candidats de cette récitation du Saint-Coran, une de ces prochaines années. Eh bien, Didier Assogba, la presse togolaise, très active, se veut encore proactive, ambitieuse et vraiment ouverte. Je fais allusion à ces 4 jours où le CONAP et une bonne partie de la presse togolaise s'est transportée à Kara. Il y a eu la cérémonie inaugurale, il y a eu les formations, il y a eu des émissions qu'on a animées sur place. Il y a également une séance de travail qui a accouché d'un document que nous allons découvrir tantôt. Revue de presse avec nouvelle opinion qui revient sur l'acte 6 des journées portes ouvertes à Kara. Et le président du CONAP, Arim Yahou Tchanyao, dit que les promesses ont été tenues et le pari a été réussi. Méga Info, qui était sur les lieux, écrit lui aussi ce matin que le CONAP a intensifié les initiatives liées au professionnalisme des journalistes. Et Courrier de la République, à la page 2, nous écrit, nous parle de la déclaration de Kara pour le renouveau dans le paysage médiatique avec en facsimilé la déclaration de Kara. Didier, depuis le mai ici, vous avez suivi un peu les activités de ces 6e JPO que la presse a tenu à Kara. Oui, en tant que journaliste, je ne pouvais pas ne pas suivre ce qui se passait à Kara. C'est avec attention qu'on a suivi de loin la cérémonie d'ouverture que nous avons d'ailleurs relayée dans notre organe, personnellement relayée. Et donc, on savait les défis auxquels la presse togolaise est confrontée et on savait également les objectifs assignés à la rencontre de Kara. Et ces objectifs-là, pour la plupart, ont été atteints. Il faut dire que la presse togolaise a besoin, il y a ce défi-là de professionnalisme et surtout que nous sommes dans une période actuellement sensible, une période électorale et il va falloir véritablement donner aux journalistes les outils nécessaires pour une bonne couverture de la présidentielle, la campagne, l'après-campagne ou même l'après-campagne, y compris le jour du scrutin même et la période du contentieux. Il va falloir avoir les outils nécessaires. Et ça a été l'objet d'un atelier qui a été animé, je crois, par Reporters sans frontières et ça a été un succès. Et donc, c'est également la presse togolaise devrait réfléchir sur les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des journalistes. Il y a cette question-là comment l'appelle-t-on, de la convention collective sectorielle de la presse qui est restée en suspens depuis, mais qui a été évoquée de nouveau à Kara. Il y a la nécessité de la mise en place d'une mutuelle pour les journalistes togolais. Ce sujet a été évoqué également, et le sujet de l'assurance maladie des journalistes également qui est évoqué. Et le plus grand des sujets évoqués, à mon sens, c'est ce qui a fait l'objet de ce qu'on a appelé la déclaration de Kara, c'est ce problème-là. Je caricature ainsi.
l'essence de la déclaration de Kara. Vous savez, la presse togolaise est le seul secteur où celui qui vient acheter est celui qui fixe le prix. La presse togolaise est le seul secteur dans lequel le client qui vient acheter est celui qui fixe le prix. Et celui qui vend est obligé de se soumettre au prix que fixe le client. Et dans ce contexte-là, la presse togolaise s'appauvrit davantage. Et alors qu'on rend un service de qualité à des gens, la presse togolaise a fait plusieurs personnalités d'ailleurs, qui sont devenues des éminents, qui sont des jeunes entrepreneurs qui sont devenus des millionnaires, des gens qui sont devenus des milliardaires, alors que la presse est restée là où elle est. Et aujourd'hui, il va falloir véritablement qu'on change de paradigme, qu'on change véritablement de créneau pour que la presse togolaise puisse vendre son service à ceux qui en ont besoin et en même temps, en veillant au caractère social de la presse qui doit être là pour tout le monde, il va falloir véritablement qu'on change de paradigme. C'est là qu'on salue tous aujourd'hui la déclaration de Kara. Merci. Au menu de JPO à Kara, il y a eu entre autres cette conférence sur le nouveau code de la presse et de la communication avec les exigences maintenant vis-à-vis de la presse togolaise qui a l'obligation de devenir en 3 ans des sociétés de presse avec toutes les obligations économiques et commerciales. C'est l'un des paramètres dont les journalistes sont tenus pour réfléchir et qui fait le contenu de cette déclaration de Kara que vous publiez dans votre parution de ce jour, Tchakala. Absolument. Il s'imposait à tous les esprits, à tous les confrères de relayer cette très belle déclaration qui pose les jalons du renouveau dans le paysage médiatique togolais. Nous parlons des autres. Toutes les fois que l'occasion nous est donnée, nous ne faisons que parler des autres. Nous faisons les hommes, nous les défaisons, mais on ne s'est jamais donné cette peine-là de nous arrêter à un moment donné et de parler de nous-mêmes. Et la 6e journée porte ouverte, la 6e édition des journées portes ouvertes a eu ce mérite-là pour une fois de statuer sur nous-mêmes, nous journalistes, nous, hommes de médias. Et le constat n'était pas du tout bon. Le constat qui nous a poussé à cette déclaration de Kara. Parce que le journaliste togolais, celui-là qui ne vit pas du tout bien, est celui-là qui vit comme un rat, c'est celui-là qui est tout le temps clochardisé, c'est celui-là qui n'arrive pas à vivre de son métier. Et on trouve cela normal. Alors que ceux-là qui toutes les fois veulent peut-être sortir la tête de l'eau, veulent se donner une certaine aura, veulent se faire une petite place au soleil, se réfèrent aux journalistes pour que cela se fasse. Mais jamais nous ne sommes arrêtés pour dire qu'aujourd'hui parlons de nous. Mais Kara a eu le mérite, grâce à cette 6e édition, de parler de nous et des actes forts ont été pris. Il ne s'agit plus maintenant d'aller sur les lieux de reportage et de voir les tristes spectacles. Vous voyez des gens faire des queues, on promène les papiers et à la fin, c'est des miettes qu'on vous jette et en retour, ces gens-là qui ont eu à vous gérer comme ça, attendent que vous mettiez dans vos colonnes tout ce que vous avez pu vivre là-bas comme au cours de l'événement. Donc c'est indécent. Et aujourd'hui, je crois que la donne va changer et on ne sera plus là-bas pour se vendre à vil prix, mais on ne verra plus des queues se faire, on ne verra plus des jetons être partagés comme si on était des affamés, mais on ira là-bas avec des arguments à faire valoir. Celui-là qui n'a pas les moyens ne communique pas, parce que la communication elle est chère. Mais quand vous sollicitez la communication, l'expertise de quelqu'un, il faudra en retour que vous retrouviez la personne là à la juste mesure du travail qu'il va faire. Donc désormais c'est cela. On ne sera plus comme ces pays africains qui voient les Occidentaux leur dicter les prix des matières premières, mais c'est nous qui serons au devant et c'est ça qui fait l'essence même de la déclaration. Merci. Dans cette déclaration parue aujourd'hui dans 2 ou 3 journaux et qui circule déjà sur les réseaux sociaux, je lis entre autres que les journalistes exigent des organisateurs des rencontres et manifestations l'arrêt sur les lieux de reportage de la distribution de jetons de présence aux reporters et journalistes, un phénomène qui dégrade et avilit l'image des professionnels des médias. Les journalistes décident également de mettre fin à la constitution de listes de présence au profit des journalistes sur les lieux de reportage. Ils appellent tous les organes de presse du Togo
et tous les directeurs de communication, attachés de presse, responsables des cellules de communication des organisations, institutions ou structures faisant appel aux journalistes, au service des médias, au respect de la déclaration. Uriel Enyang, surtout la déclaration dit que les journalistes décident de convenir d'une grille de taxation que la presse togolaise, journaux écrits, radio, télévision, même les médias numériques et télévision, voilà une nouvelle grille qui sera nécessairement adoptée et qui sera imposable à tous ceux qui organisent des manifestations et qui sollicitent la couverture de la presse. Tout ceci vise à rendre plus professionnel le monde des médias togolais. Vous l'avez si bien dit, ça c'est ce qu'on peut appeler nos droits. Nos droits, mais bien avant qu'on arrive à ce niveau, le CONAP ou tous les organisateurs ont pris de la peine à former d'abord les journalistes. Permettez que je revienne à ce niveau, parce que la déclaration, elle est venue à la fin de toutes les activités. Ça veut dire qu'un principe a été observé. Le principe, c'est que nous avons été formés sur notre sens de professionnalisme. Depuis l'ouverture jusqu'à la dernière communication, je veux parler de l'ouverture par le préfet de Kara, le colonel... Le préfet de la COSA. Le préfet de la COSA, le colonel, qui a invité... Le colonel Bakali. Le colonel Bakali Hemo Badibao. Didier. Si vous voulez Didier, parce que vous étiez plus proche de lui que moi. Donc, il a invité les journalistes à être plutôt des acteurs de cohésion, surtout en période électorale. Et après, nous avons suivi une communication très importante livrée par le professeur Patiakwami Isidore, qui est l'actuel directeur des affaires académiques de la scolarité de l'Université de Kara, ex-député et autres, qui a porté sur les médias comme facteur de cohésion sociale. En résumé, il a invité les journalistes plutôt à respecter les règles de la déontologie et de l'éthique. Voilà. À la suite, nous avons suivi beaucoup de communications aussi. Et puis cela concourt à former davantage les journalistes. Voilà, c'est après ces communications qu'on a écouté la déclaration. Cette déclaration, elle vient au bon moment. Ça mettra fin à la déshumanisation de notre corps, parce que des fois, on pense que les journalistes, c'est ceux-là qui commandent sur les lieux de reportage, alors que ce n'est pas ça. C'est nous qui rendons l'information publique. C'est nous qui collectons les informations, c'est nous qui les travaillons, c'est nous qui les imprimons, c'est nous qui les publions. Et c'est nous qui les commentons ici aussi. Ça, vous êtes d'accord avec moi que notre travail contribue énormément au-delà du journalisme. Des fois même, nous faisons plus le travail de communication que de journalisme pour promouvoir beaucoup de sociétés et beaucoup d'entreprises. Mais on de constater que nous ne sommes pas rémunérés à juste titre. Voilà cette déclaration. Peut-être si elle est mise en application, ça viendra. Cela dépendra de vous, les directeurs des médias, que cette déclaration soit amplement partagée et mise à exécution. Marc Aboflan, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles éditeurs du Club de la Presse. Le secrétaire général du CONAP, l'une des organisations de presse, acteur de cette déclaration de Kara et que nous sommes en train de commenter. Je retiens pour l'essentiel que dans cette déclaration, les journalistes conviennent de l'adoption très prochainement d'une grille tarifaire harmonisée des sociétés de presse, aussi bien les journaux écrits, les radios, télévisions, même les médias numériques. Tout ce beau monde-là conviendra d'une grille qui sera dorénavant imposée à tous ceux qui sollicitent les services de la presse. Et le mérite de cette déclaration, Marc Aboflan, c'est que c'est l'ensemble de la presse qui en est acteur. Il y a l'OTM, il y a le PPT, il y a l'URATEL, il y a le CONAP, il y a le SYNGIT, il y a la TOPEL, il y a l'UGIT. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le CETEP. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu la presse en totale adhésion entre elles-mêmes pour convenir de ce document d'importance. Je pense que pour nous, au Conseil national des patrons de presse, c'est l'une des réussites de cette activité que nous venons de tenir à Kara.
c'est non seulement d'avoir pu réunir tous les responsables des autres organisations, mais d'avoir eu leur adhésion effective à cette volonté-là, qui n'est pas seulement portée par les médias, hein, mais d'abord portée par les gouvernants au premier niveau, par les médias eux-mêmes ensuite, mais également par nos auditeurs, les consommateurs de l'information, qui chaque fois veulent que nous fournissions, en tout cas, nous leur fournissions le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'il faut saluer tous les responsables de ces organisations de presse-là, qui pour une fois s'entendent sur l'essentiel, et cet essentiel-là, comme le dit la déclaration, c'est notre volonté à nous tous de ne plus voir, vous savez aujourd'hui, ce sont les entreprises qui fixent les prix, mais vous avez par exemple mon téléphone, je ne vais pas en boutique pour dire, voilà, ce téléphone, je l'achète à 5 000, à 10 000 francs, mais c'est un prix fixé. Mais généralement, quand on fait appel aux hommes de médias pour des prestations, ce sont les entreprises qui vous disent, bon, moi je veux tel et c'est tel montant que j'ai. Et des fois même, vous ne pouvez pas engager une discussion, une négociation avec eux, justement parce que nous nous retrouvons en position de faiblesse. Et je pense que l'adhésion que ce document a eu à Kara, si sa mise en œuvre est effective au niveau de tous les patrons, nous pouvons tirer tous les médias de notre pays vers le haut. Merci Lucien Diossou-Mensah, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les autrices, à tous les lecteurs. Encore une fois, comme je le disais, c'est toutes les organisations de presse, hein, l'OTM, le CONAP, le PPT, l'URATEL, le CETEP, la TOPEL, le SYNGIT, l'UGIT, c'est tout ce beau monde-là qui a convenu cette déclaration. La grille tarifaire sera connue d'ici le 31 janvier. Lucien Diossou-Mensah, la bataille se mènera à deux niveaux. Il va falloir d'abord que les entreprises de presse conviennent ensemble et dans la discipline de faire respecter cette grille-là, ça c'est d'un. De deux, il va falloir également que vous, les patrons de presse, que vous fournissiez les moyens à vos journalistes pour aller couvrir les événements. C'est comme ça que vous arriverez vraiment à mettre fin à cette scène-là où on voit les journalistes écrire une fiche de présence et s'aligner après la manifestation pour toucher les jeteurs de présence. Non, écoutez, ça c'est très beau quand on est journaliste de la radio de parler comme tu le fais. Au niveau de la presse, il y a un certain nombre de présenteurs qui varient selon chaque rédaction et qui varient aussi selon, comme on le dit souvent, l'homme évolue dans le temps et dans l'espace. Moi, par exemple, j'ai créé le combat de Bruxelles, ma 26e année, tu vas venir me voir, tu dis que tu vas publier telle chose, je vais publier telle chose, et toi tu fixes le prix, c'est impossible, tu ne peux pas me dire ça. Mais lorsque le directeur a des difficultés, quand le journal même n'arrive pas à joindre les deux bouts, nous sommes devenus la proie facile, tout le monde. Et même là, pour en arriver là, c'est nous-mêmes qui avons commencé. Au lieu de nous unir autour de quelque chose qui peut nous tirer haut, nous nous arrangeons pour voir chacun dans son assiette. Donc, c'est pas qu'on n'a jamais été d'accord au niveau de la presse. On a été d'accord. Moi, j'ai toujours insisté que depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai constaté qu'à un moment donné, comme une belle fille, les hommes essaient de le cajoler, de le tromper. Les hommes politiques nous ont beaucoup manipulés. Ils nous ont beaucoup manipulés à un niveau. Par exemple, quand on a commencé, il n'y a que le gîte. Il n'y avait pas une pléthore d'associations puisque nos intérêts ne peuvent pas être divergents. Mais malheureusement, quand nous avons commencé à dire à écrire, à faire des cris pour dire que tels journaux sont proches du pouvoir, tels journaux sont proches de l'opposition, tout a commencé à se gâter. Nous avons un travail qui a deux aspects. Il y a l'aspect service et l'autre aspect qui est commercial. Au moins, nous pouvons nous attendre sur le côté commercial. Mais donc, c'est une bonne chose, mieux vaut tard que jamais. Quand bien même aujourd'hui, tous les patrons de presse, tout le monde s'entend pour que vraiment, maintenant que nous avons touché le fond, pour qu'on puisse trouver une solution, moi je souhaiterais qu'on ne s'arrête pas aux belles paroles, aux bonnes propositions, que nous allons jusqu'au bout. Ça ne dépend que de moi. Personne ne peut venir me faire un prix pour publier dans mon journal. C'est pourquoi j'ai très peu de publicité. Merci. Alors Marc Aboflan, vous avez, la déclaration dit que c'est au plus tard le 31 janvier qu'on connaîtra cette grille tarifaire harmonisée. Vivement qu'on y arrive. Nous, on va y arriver. On va y arriver parce que ce qui était compliqué, c'est que déjà, nous, au niveau du CONAP, il y avait cette volonté, mais il y avait ce besoin-là de rassembler autour de nous
les principales organisations, mais les principaux acteurs de médias, parce que pour nous, ce ne sont pas seulement les organisations, mais également les membres de ces organisations, ceux qui animent effectivement le quotidien des médias, les patrons qui gèrent ces médias-là et qui en connaissent les réalités. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une commission a été mise en place qui comprend toutes les organisations présentes à Carhaix, un certain nombre de personnes ressources provenant de tous les types de médias pour nous permettre d'avoir une idée. Cette commission, je pense, a pour cahier de charge de se réunir et de proposer cette grille harmonisée. Je pense que très rapidement, bien même avant le 31 janvier, nous allons aller à une grande rencontre des médias ici à Lomé pour valider cette grille-là et l'officialiser pour nos partenaires et les utilisateurs des prestations de services médias. Merci, on y sera d'ici le 31 janvier. Juste, je vous rappelle qu'une chose est de convenir d'une grille tarifaire, une autre est de la faire appliquer en discipline et qu'on ne voit pas des gens, des médias qui dérogent à la règle qui a été convenue de façon inclusive. Juste également rappeler aux auditeurs qu'à partir de sur le coup de midi, ils ou elles pourront entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir par des questions, des commentaires, des critiques ou des propositions sur les sujets dont nous aurons débattu. Premier sujet d'ailleurs, c'est d'abord cette déclaration de Kara. Le sujet qui suit, c'est le processus électoral. Et comme nous le faisons depuis des mois, nous allons décortiquer les dernières évolutions de l'actualité préélectorale. Si la presse était au JPO à Kara, la CENI également a ouvert grandement ses portes le samedi dernier, aussi bien à Lomé que dans toutes les préfectures avec les CELI, Urel-Egnam, la CENI au plan national et les CELI au plan local ont voulu déjà anticiper sur certaines critiques. Et elles ont ouvert grandement leurs portes et on a vu sur des reportages que du monde s'est déplacé dans les locaux de la CENI pour s'informer et constater de visu comment la CENI et les CELI font leur travail au quotidien. Au plan formel, c'est une belle initiative parce que depuis qu'on entend parler de la Commission électorale nationale et indépendante, tout le monde n'a pas la chance de toucher du doigt ce qui se fait là-bas. Si la CENI a pris l'initiative d'ouvrir ses portes à tout le monde pour qu'elle puisse exposer son fonctionnement, ses attributions, je pense que les gens étaient allés massivement, ce n'est pas seulement aller pour aller, mais ils sont allés pour découvrir et pour leur permettre de poser des questions et pour leur permettre aussi d'appliquer sur le terrain. Je pense personnellement que c'est pour ça que cette activité a connu l'engouement. Ce qui était, vous vous rappelez, vous aviez fait le direct depuis Kara avec nous avions reçu le commissaire Urobossi Chakondo qui avait planté le décor et annoncé les grandes lignes de ces journées portes ouvertes qui se sont tenues le samedi dernier. Tout à fait, je pense que ça continuera ainsi parce que quand on fait la promotion de tel genre d'activité, ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes. Donc voilà, si Didier... Merci. Le constat a été fait que, aussi bien à Lomé que dans toutes les préfectures, les locaux de la CENI et des CELI ont été ouverts. Ceux qui l'ont voulu se sont transportés pour écouter les communications, pour parler directement, adresser leurs questions aux membres des CENI et CELI. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais déjà, la veille de ces JPO, la CENI avait sorti un communiqué portant sur le fichier électoral et comme les journaux le reviennent là-dessus ce matin, notamment Mega Info qui écrit évaluation du processus électoral, l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO ont travaillé avec la CENI pour approuver la qualité du fichier électoral actuel. Et Lucien Dossumensan, votre journal Coin de Peuple, vous y avez consacré 2 jolis articles. Vous écrivez à la page 3, le fichier électoral actualisé par une mission conjointe CEDEAO, OIF, et vous donnez le nombre précis des Togolais inscrits au plan national et dans la diaspora. Et
vous donner même les précisions sur le nombre des hommes, des femmes et le nom même du bureau de vote le 22 février prochain. Mais justement, c'est à ce niveau que se situe souvent la polémique. Un président responsable particulier qui se lève et dit que le fichier n'est pas bon. Il ne donne aucun chiffre. Il ne donne aucune précision. Pourquoi le fichier n'est pas bon? Le fichier n'est pas bon. Et il demande pour ce faire qu'on aille au dialogue. Je ne sais pas si c'est au dialogue qu'on trouvera les techniciens pour régler le problème. Cette fois-ci, on a commencé à avoir des difficultés depuis 2018 avec le boycott. Après le boycott, demandé par l'opposition, ils se sont rattrapés avec les locales. Bon, maintenant, on sait qu'il y a l'élection présidentielle. On a ouvert les fichiers, les gens sont venus. Maintenant, vous allez constater que le chiffre qu'on a trouvé est supérieur à 2018. Vous allez constater que quand on dit que quelque chose n'est pas bon, il faut être précis. Quand il s'agit de chiffres, il faut donner les chiffres. Donc dorénavant, je crois que si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes, avec le rapport de mission de l'OIF et de la CEDEAO, nous devons pouvoir taire cette polémique récurrente. On doit savoir que nous avons un fichier électoral, qu'on peut aller aux élections avec ça et chercher les mots ailleurs. Ben, si on le fait comme ça, c'est très bien. Le jour où un leader de l'opposition ou un candidat dira que le fichier n'est pas bon, il faut qu'il nous dise précisément à quel niveau et comment. Puisque nous, les journalistes, nous voulons que les précisions pour relayer la vérité. Merci. Eh bien, le fichier électoral comprend 3 614 056 Togolais à raison de 1 871 745 femmes et 1 742 311 hommes. Et nous irons le 22 février voter dans 9 339 bureaux de vote qui seront ouverts dans 4 445 centres. Ça, c'était vendredi que la CENI a sorti ce communiqué. Et comme nous le rappelions, le samedi, la CENI et les CELI ont ouvert leurs portes. Du monde est allé pour leur poser des questions. Mais cela n'empêche que c'est dans le même temps que l'un des candidats à cette élection, Gabriel Vincent Guillaume-Kodjo, sort une déclaration où il parle de cadre électoral vicié et Guillaume qui demande impérativement de la transparence pour la vérité des urnes. Il appelle même à une rencontre avec le pouvoir pour convenir des règles de transparence. Didier, vous avez sûrement connaissance de cette déclaration d'Aguillaume Kodjo. Oui, j'ai lu religieusement cette déclaration pour découvrir où il parle de 9 mesures devant assurer la transparence de l'élection présidentielle du 22 février prochain. Le candidat me demande la mise à disposition des candidats du fichier électoral, du fichier numérique, de conditions sécuritaires pour l'acheminement, on va dire, comment on appelle, les urnes, voilà, les urnes, et également la possibilité qui devrait être donnée à tous citoyens et aux médias de pouvoir relayer systématiquement les résultats qui sont affichés dans les bureaux de vote pour éviter la manipulation. Et dans ce sens-là, il appelle à dialoguer. Il avait déjà appelé au dialogue là, qui n'a toujours pas eu lieu. Il appelle à rencontrer le pouvoir pour s'entendre sur ces mesures-là pour des élections présidentielles apaisées et transparentes au Togo. Et, qui connaît la période qu'on traverse ou qui est devant nous, des initiatives de rencontre entre le pouvoir et l'opposition pour enlever les derniers couacs qui apparaîtraient dans le processus. Pour moi, c'est pas trop demandé, mais reste à savoir si cet appel sera entendu de l'autre côté, parce qu'une seule personne ne dialogue pas, il faut deux au moins pour dialoguer. Donc on suivra de près le sort qui sera réservé à cette déclaration-là du candidat. Merci. Nous continuons avec les candidats qui iront définitivement aux urnes le 22 février prochain pour le premier tour. Eh bien, à la date de clôture des dossiers, ils étaient 22 à avoir déposé, ils étaient 10 à avoir déposé les dossiers, mais ils revenaient à la Cour constitutionnelle
de valider définitivement ces dossiers. La Cour constitutionnelle avait jusqu'au 28 janvier prochain, mais ils ont bien fait leur travail et ils l'ont publié depuis déjà quelques jours. Et comme l'écrivent les journaux, Togo Matin qui écrit « Présidentielle 2020 », beaucoup sont appelés, mais peu sont acceptés. Le combat du peuple, lui, écrit à la page 4, qui seront finalement 7 candidats retenus pour la conquête de l'électorat. Méga Info, lui, écrit à la page 7, Méga Info, donc, qui écrit à la page 7, que Innocent Kagbara et Tonko Djovi, cordialement éjectés par la Cour constitutionnelle. Et Courrier de la République, Tchakala, votre journal, vous nous rappelez également qu'ils sont finalement 7, et il y a Kagbara et Audben Kodjoviton, donc, qui ont vu leur dossier invalidé. Et puis le candidat de la coalition, les rassembleurs, eux-mêmes, ils ont écrit à la CENI pour le retrait de leur dossier, pour le retrait du dossier de leur candidat. Oui, c'était 9. Malheureusement, après le travail fait par la Cour constitutionnelle, ils se retrouvent à 7 pour prendre le départ de la course. Cette course qui devra mener les 7 au lendemain du 22 février à voir ce qu'ils ont pu faire pendant tout ce temps. Mais s'agissant des candidats, entre-temps candidats, maintenant ils ne le sont plus, Aubenton et Innocent Kagbara, je regrette quand même, la Cour constitutionnelle a son critère de désignation, il y a des dossiers à fournir, si quelqu'un ne l'est pas, bon, mais il n'y a pas à jouer au sentiment, et la Cour constitutionnelle... À ce niveau-là, il faut rappeler que la Cour constitutionnelle n'a pas ces critères, mais la Cour constitutionnelle veille à ce que tous les points du code électoral soient scrupuleusement respectés. Oui, absolument, parce que si les autres ont respecté tout ce qu'il faut pour être en règle, c'est que les autres aussi, à un moment, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il y a des manquements observés dans leur dossier. Donc, on ne peut pas les repêcher pour leurs beaux yeux, mais c'est que Aubenton et Innocent Kagbara, ils nous ont démontré que pour arriver à ces fins, pour avoir de belles prétentions, il faut s'y prendre un peu tôt. Et nous avons vu un peu leur engagement sur le terrain. Ils étaient là au contact des populations. Ils ont échangé avec certaines catégories socio-professionnelles. Ils n'ont pas laissé un seul coin où ils ne sont passés porter leur message. Mais malheureusement, ce bel élan va être estompé par rapport à ce que la Cour constitutionnelle a fait. Mais vivement que la prochaine fois, ils puissent se mettre en rang, parce que la dynamique dont ils étaient porteurs était une très belle dynamique. On a senti qu'ils ont apporté une meilleure approche par rapport à ce qui devrait être ce que les candidats devront faire pour toucher du doigt certaines réalités. Maintenant, après leur éjection de cette belle dynamique, mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? On attend de voir, est-ce qu'ils vont demander, ils vont donner des consignes de vote à leur base militante? On ne le sait pas, mais c'est ça aussi, ça dépendra. C'est que leur avenir se joue à partir de maintenant. C'est pas parce qu'ils sont hors course qu'ils ne vont plus préparer le futur. C'est maintenant que ça commence. Donnerait-il des consignes de vote? Dirait-il à leurs militants qu'il faut porter les choix sur X et Y? Là-bas aussi, il faut être très méticuleux, il ne faut pas compromettre l'avenir par les mauvais choix. On les suivra dans les mots d'ordre qui donneront incessamment. Et Courrier de la République qui écrit que de bons élans ont été brisés. C'est vrai que Kodjoviton et Innocent Kagbara ont commencé à donner une nouvelle dynamique de jeunesse dans leur pré-campagne. Mais qu'est-ce qui leur est reproché? Oui, justement, Uriel Lignan, rappelez-nous les motifs pour lesquels la Cour constitutionnelle a invalidé les dossiers de Kagbara Innocent et de Tonko Djovi. Justement, ce qui fait problème, c'est qu'ils sont déjà rentrés dans une dynamique alors qu'ils savaient pertinemment qu'il y a des aspects qui manquent dans leur dossier. Monsieur Kagbara, par exemple, il est accusé par la Cour constitutionnelle. Non, il lui est reproché. Il lui est reproché
d'avoir présenté un certificat de résidence qui souffrirait. Ça, c'est ce qui concerne... Notamment, la Cour constitutionnelle trouve que le certificat de résidence de Kagbara est signé par la police en lieu et place du maire. C'est un détail important. Oui, c'est très important. Maintenant, par rapport... Oui, il lui a aussi reproché que son attestation sur honneur est signée par le secrétaire général de son parti, alors que c'est lui-même qui devrait signer ça de sa main. Vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'ils ont été cordialement éjectés. En principe, on devrait les amener quelque part pour les interroger, mais cordialement, on les a éjectés. Non, attendez. Mais c'est pas comme ça. Par rapport... Quel est le principe? S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole pour l'instant. Par rapport au docteur Aubenton, je pense qu'il n'a pas obtenu le nombre de signatures requis pour être validé comme candidat à ce qui le concerne. Oui. À ce niveau, il faut préciser que la loi électorale dit que tout candidat indépendant doit produire une liste d'au moins 2000 signatures de parrains de 10 préfectures au moins, et la Cour constitutionnelle relève que ce n'est que dans 6 préfectures que M. Ton a produit les parrains électeurs supérieurs ou égaux à 200. Maintenant, étant conscients qu'ils sont auteurs d'une telle insuffisance, qu'est-ce qui les amenait déjà en pré-campagne sur le terrain avec cette dynamisme? Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit ils pouvaient quand même patienter. La Cour constitutionnelle ne peut pas tolérer un pareil acte. Si la CENI a semblé ne pas voir cet aspect-là, je ne suis pas sûr que la Cour constitutionnelle allait réagir de la même façon. Donc, s'ils peuvent se préparer. Merci. Donc, Innocent Kagbara semble avoir pris acte de son dossier rejeté, alors que Kojo Viton alimente une certaine polémique. Il dit que, il insinue que la Cour constitutionnelle se serait trompée du dossier, et le même Kojo Viton qui fait un procès un peu à la presse de lui faire une sorte de diffamation. Mabak Aboflan, c'est un peu les réactions de Ton et de Kagbara suite au rejet de leur dossier. J'ai suivi un peu les réactions des deux candidats. Je pense, sur le cas Innocent Kagbara, c'est un jeune pressé qui n'a pas été méticuleux dans la préparation de son dossier. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les grands politiques. On ne peut pas vouloir diriger un pays et sur des choses aussi importantes qu'une déclaration sur l'honneur, qui est pour le candidat, quel que soit le parti qui vous porte, vous faites signer ça par votre secrétaire général. C'est, je pense, je ne sais pas si je dirais une non-maîtrise des processus administratifs ou un manque de sérieux ou même de rigueur finalement à la fin. Maintenant pour Kojo Viton, j'ai suivi en tout cas un communiqué qu'il a balancé sur, que j'ai vu, en tout cas que j'ai fait authentifier par ses agents. Il dit notamment dans le communiqué qu'il a fait déposer plus de 4000 signatures à la Cour constitutionnelle. Dans le problème aussi, vous savez, la Cour constitutionnelle, ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Et donc je ne sais pas comment elle va s'y prendre, mais quand même, ça aurait été intéressant qu'on aille jusqu'au bout pour voir si finalement c'est Aubenton qui dit la vérité, qui estime avoir qui a véritablement déposé ces signatures-là, ou s'il y a eu peut-être un problème au niveau des dossiers en mandat. Voilà, et alors nous apprenons que suite à la déclaration sortie par Agbouime Kojo pour se plaindre de certaines irrégularités, nous apprenons que c'est son candidat, c'est son représentant à la CENI qui occupe le poste de rapporteur de la sous-commission opération électorale, cette sous-commission qui est l'épine dorsale de la CENI. Est-ce que le représentant de M. Agbouime travaille en synergie avec son mandat? On le verra bien. Oui, Lucien, vous souhaitez rejoindre? Je voudrais dire quelque chose au sujet de Séliton. Oui. Il ne suffit pas, on n'a pas précisé, on n'a pas dit qu'il faut 2 000, 3 000, 20 000. Il y a une répartition par préfecture. Tu peux déposer 10 000. Mais si les 200 qu'on cherche dans chaque préfecture n'y est pas, tu vas être recalé. Ce que nous devons dire, c'est que dans tous les pays au monde, et ça il faut que les hommes politiques, ceux qui nourrissent l'ambition de faire de la politique, le comprennent. Avant d'être candidat,
tu dois avoir ton équipe de camp, ton équipe d'ailleurs. Et l'équipe doit être composée, on trouvera parmi eux un administratif chevronné, un juriste et tous ceux qui sont susceptibles d'étudier ton dossier. Bon, si tu le fais comme on dépose toutes les pièces, là-bas au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne va pas s'amuser à recaler quelqu'un si tout est méticuleusement fait, comme tu viens de le dire, alors qu'il n'a pas été méticuleux, c'est tout. Bon, maintenant, moi, en toute honnêteté, en tant que journaliste, je ne vais pas ouvrir une polémique sur ces gens de jeunes. Parce que les personnes qui soulèvent ce genre de protestation savent eux-mêmes qu'ils ont tort. Après, oui, après, je m'en voudrais de ne pas me prononcer sur le sujet parce que je ne vois pas quel est le tort qu'on fait à la presse togolaise qui n'a fait que relayer le communiqué ou le travail, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas où est-ce que la presse est en train de faire une campagne d'intoxication autour du dossier de M. Tong. Laissez les candidats qui s'attaquent à la presse. Oui. Ils verront comment ça se terminera. Pour chuter dessus. C'est-à-dire que des fois, quand on est assez excité, on s'entoure souvent de personnes et des jeunes qui savent qu'il y a de l'argent à prendre là-bas, qui viennent et qui vous trompent de tout. On sait comment ça se passe. Des jeunes autour de M. Tong qui viennent de nulle part, qui viennent, ah, je suis de telle préfecture, je peux vous signer, je peux vous donner ma signature, mais sans lui s'assure pas que les gens soient véritablement inscrits dans telle ou telle préfecture. Il collecte les signatures. Après, la Cour constitutionnelle qui travaille sur la base du fichier électoral se rend compte que les signatures ne sont pas équitablement réparties au niveau des préfectures comme demandé. Et donc après le dossier est facilement rejeté. Mais c'est regrettable. On aurait aimé voir Tong dans la course, qu'il se batte et qu'il demande de quoi il est capable. Mais c'est juste regrettable que son dossier soit irrégulier et qu'il soit rejeté. Mais de grâce qu'il laisse les journalistes togolais, les pauvres journalistes togolais. C'est une question de rigueur et nous apprenons que la Cour constitutionnelle se retrouve demain en séminaire interne. Pendant 3 jours, les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle vont procéder à la relecture des textes électoraux, une question d'harmoniser les textes électoraux pour se mettre à un même niveau de compréhension. Cet atelier interne qui commence demain pour la Cour constitutionnelle. Et pour finir avec la CENI, nous avons appris ce matin, Aliro, vous rappelez qu'il y a environ 2 semaines, le CAR a sorti un document pour dire qu'il est en désaccord avec le processus électoral et qu'il demandait à son représentant de la CENI de se retirer. Mais est-ce que vous savez que notre ami représentant du CAR à la CENI est toujours en place et travaille avec ses camarades de l'institution? Aliro. Non, ça s'appelle de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Et puis, je crois qu'au niveau du CAR, il faudrait que le CAR à Oudi soit pris comme tel. On est là-bas, c'est vrai, c'est pour servir la République, mais on est allé là-bas en tant que représentant d'un parti politique. Et c'est ce parti politique qui vous demande de vous retirer au regard de certains faits constatés. Oui, mais en même temps, à Jakalapa, on a consulté des juristes qui ont dit qu'à partir du moment où M. Aoudi a prêté serment au nom de la CENI, il n'est plus lié par la base de son parti. Non, on a vu des gens être virés par leur propre parti, de grands partis. Et on s'en était plein à l'époque. Oui, mais on accuse le CAR de quoi? Donc si ces grands partis-là aujourd'hui, qui ont entre-temps retiré leurs candidats et replacé d'autres, si aujourd'hui le CAR estime que il ne se retrouve pas dans le processus en cours et qu'il demande, il rappelle son représentant, je crois que ce représentant-là doit se plier aux injonctions de ce parti. Avant d'être membre de la CENI, il appartenait à un parti et c'est ce parti qui s'appelle CAR. Donc ça s'appelle de l'indiscipline. Ce que Aoudi est en train de faire, il s'affiche comme un rebelle par rapport aux principes dictés par son parti. Donc il faut le prendre comme tel. Donc moi je ne sais pas ce que le CAR attend pour prendre un acte et le virer du parti. Non, il y a des fondamentaux, il y a des principes qu'il faut respecter. Quand votre parti... Mais si jamais le cadre vire Aoudi, il va rester combien de cadres CAR? Non, il n'y a pas de... Non, il ne faut pas dire ça. Le CAR est un grand parti. Aoudi... Non, mais sans sérieux. Aoudi, moi je dis que son comportement, son attitude, c'est vrai, on gagne bien sa vie là-bas. Quelqu'un qui est sorti d'une certaine misère pour se retrouver là-bas avec toutes les commodités, il
il faudrait quand Merci. même Bon, il y a un qu'il débat, respecte il y a les un principes de débat, son parti. il y a la discipline interne à un parti, mais il y a également les principes républicains qui attendent que ceux qui servent, disons, la République soient le plus possible au-dessus de ça. Oui, oui, oui. Je voudrais demander Oui. humblement à mon jeune frère qu'au cours de ce débat, la va s'attaquer nommément aux personnes. Non, on connaît. Qui ne sait pas que Saoudi, le représentant du car là-bas. Je t'en prie, attends là. Laisse-moi terminer quand même. Toi, tu cries, mais laisse-moi. Non, mais il faut pas. Non, là, ce n'est pas votre point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. Oui. Je parle de mon point de vue. Ce n'est pas indiqué que nous, les journalistes, on a jusqu'à parler des conditions de vie des gens. Non, 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 ce n'est pas bon. Moralement, ça ne passe pas. Ce que je voudrais dire, si Aoudi a commis une faute, comme il a dit qu'il a été indiscipliné, il n'a pas obtempéré au mot de son parti, ça peut se dire. Mais aller toucher à sa vie, si même il était mendiant, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que je voudrais dire, c'est simple. Merci. Quand on a parfois deux principes devant soi, on a le choix. C'est comme un député qui est élu par un parti et qui, une fois sur place, a prêté serment et devient député de la République. Et il a dit que les mandats ne sont pas impératifs au Togo. Voilà. Donc, quand on prête serment devant la Cour constitutionnelle de tout le pays et que le parti, pour une raison interne que nous ne maîtrisons même pas, demande le retrait, la personne peut privilégier le général par rapport aux partisans. Jusque-là, ça se justifie. Bon, mais moi, je vais vous dire une chose, je vais vous dire quelque chose de très important. Dans ma vie de journaliste, avant même de devenir journaliste, je n'ai jamais adhéré à un parti. Le seul parti auquel j'ai adhéré ma vie, c'est le CAR. Il n'y a personne ici, avant de quitter le CAR, j'ai constaté que je ne peux pas allier mon travail de journaliste et celui de militant. Mais avant de quitter, j'étais un membre fondateur du CAR. Je peux vous garantir que personne ici dans ce studio ne connaît mieux le CAR. Merci, merci. Le Togo a accueilli la semaine dernière un important sommet. Souffrez juste, comme on en parle en quelques minutes. Il s'agit de ce sommet qui veut partir en guerre contre les faux médicaments, les médicaments falsifiés ou de faibles capacités. Revue de presse avec Social Info qui écrit à la page 3. Trafic de faux médicaments en Afrique, Faure Gnassingbé sonne la mobilisation. Le même Focus Info qui reproduit à la page 4, une tribune libre de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il sait s'exprimer ailleurs. Tribune libre de Faure Gnassingbé qui dit l'Afrique se mobilise contre le trafic de faux médicaments. Et pour terminer, Social Info écrit toujours faux médicaments, le Togo n'est pas épargné. Autre journal, c'est Méga Info qui écrit à la page 2, Faure Gnassingbé souhaite un front commun entre l'Union africaine et les Nations unies contre les faux médicaments. Togo, matin, pour sa part écrit, lutte contre les faux médicaments, le même point de départ d'une initiative continentale. Nouvelle opinion, pour sa part écrit à la page 4, guerre panafricaine contre les faux médicaments, de fortes résolutions pour sauver des vies. Et pour terminer, Liberté qui trouve que le sommet sur les faux médicaments a été boycotté par les chefs d'État. Une minute chacun sur le sommet sur les faux médicaments. Uriel, une minute. Vous savez, au-delà de tout ce qu'ils ont fait là-bas, tout ce qu'ils ont dit, toutes les signatures, quand j'ai parcouru l'intervention du chef de l'État, ce qui a retenu mon attention, c'est son souhait de voir les Nations Unies et l'UA se mettre en front commun pour lutter contre le trafic des médicaments falsifiés. Parce que quoi? Le Togo peut s'engager, le Bénin peut s'engager, mais si le Ghana à côté, le Nigeria, le Burkina Faso ne s'engagent pas, il y aura toujours trafic de faux médicaments au Togo et au Bénin. Si les autres continents ne s'engagent pas, on peut beau fournir des efforts, ça ne marchera pas. C'est pourquoi nous, on a exploité cet aspect-là. Il faut que tout le monde s'engage. Et enfin, parce que les faux médicaments, ça se fabrique quelque part. Les faux médicaments... Et ça passe également quelque part avant d'arriver chez nous. Avant d'arriver chez nous. Donc si quelque part là n'est pas engagé, vous verrez que tous les efforts consentis tomberont toujours dans l'eau. Merci. Donc, mouvement d'ensemble, c'est ce qu'on doit avoir, sauf que il n'y avait que 3 chefs d'État présents, mais la déclaration de Lomé a été signée au nom de 7 pays. Dans 7 pays, on ne trouve pas un pays comme le Nigeria,
qu'on présente comme l'un des laboratoires des médicaments made in Africa. Chakala. Oui, mais les gens à un certain niveau sont comportés comme si ces médicaments tombaient du ciel. Ça passe par certaines frontières que nous connaissons très bien. Et au niveau de ces frontières, il y a des agents qui sont posés et postés. Donc je crois qu'il y a une certaine hypocrisie dans cette lutte contre ces médicaments dits faux. Et puis, entre-temps, il était indiqué qu'on devrait donner une certification à une société pour marquer les bons médicaments des faux. Où en sommes-nous avec ce marquage des médicaments? Non, c'est des gens qui miment de lutter contre la chose, qui entretiennent ces trafics de faux médicaments-là. Ça passe par nos frontières maritimes, terrestres et aériennes. Ça passe aussi aux yeux, aux vues, au sud de certains agents. Donc, il faudrait qu'on essaie de tuer le mal à la racine en donnant des instructions fermes au niveau de toutes les frontières pour que la lutte se fasse de façon plus incisive et de façon plus inclusive. Mais quand on mine, là, c'est là que ça ne fait pas sérieux. Puis sur la pétole du chef d'État attendu, oui, il n'y avait que 3. Le Sénégalais, l'Ougandais et le Togolais. Maintenant, les autres, est-ce qu'ils adhèrent au principe? Leur agenda a été occupé d'après ce qu'ils étaient. Et Didier Assomba, on a écouté beaucoup de déclarations, beaucoup de commentaires des chefs d'État et des hauts émissaires. Mais je présume que si nous allons au marché de Hankope ici ou bien au grand marché, on va voir ces produits supposés faux qui sont exposés au vu au-dessus de tout le monde. Pourquoi vous parlez juste de marché? Vous êtes sans savoir qu'il y a quelques mois, la police togolaise a fermé toute une pharmacie dans les encablures d'Adido Gomé, une pharmacie qui vendait des faux médicaments ou des médicaments de rue, soi-disant. Donc, le problème est assez complexe et assez profond. C'est bien l'initiative de Lomé où les chefs d'État prennent le devant et sonnent la mobilisation autour de ce phénomène est une bonne initiative. Mais il va falloir un travail de terrain et de fond surtout. Un travail de terrain, de fond et surtout de coalition, surtout en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont beaucoup plus touchés. Et si on veut faire un travail, ça ne peut pas être que 2 ou 3 pays qui s'engagent et que les autres pensent plutôt tirer profit de la situation. Parce que le Grand Nigeria, j'imagine le Grand Nigeria ne pas se mêler tout de suite à cette affaire-là. Parce qu'au Nigeria, on sait ce que ça leur apporte, voilà. Mais il va falloir véritablement susciter l'adhésion de tout le monde et que le travail soit fait de façon collégiale et surtout au cordon douanier qui ait une certaine rigueur pour de ne pas laisser rentrer ces produits-là. Si on les laisse rentrer, les pâtes dentifrices partout, et on a beau faire les sommets, on peut beau faire de beaux discours, on a signé la Merci Marc Aboflan, la déclaration de Lomé qui demande aux États de durcir un peu. Enfin, de durcir leur arsenal juridique en conséquence, d'accord, mais il va falloir, si on veut combattre le faux, il faut que le vrai soit disponible un peu partout. Il faut également que les populations aient un pouvoir d'achat, pouvant leur permettre d'aller s'approvisionner dans les pharmacies, disons, et la troisième chose, il faut que les populations, les consommateurs de médicaments, sachent distinguer le vrai du faux. Parce qu'on parle de faux médicaments, mais tout à l'heure, vous allez en pharmacie, vous pouvez vous retrouver avec une officine bien installée, acheter de faux médicaments dans ces officines. Et il revient aussi que vous pouvez trouver dans la rue des fois des médicaments qui ne sont pas forcément des médicaments faux. Et donc, au-delà de l'engagement politique que porte ce sommet-là, la réalité, c'est qu'il faut faire un travail de sensibilisation, de disponibilité des médicaments, première chose, mais un travail également sur le terrain pour que si on a finalement des faux médicaments, ça passe par où? On connaît, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, des entreprises qui ont été renvoyées des pays voisins parce que produisant de faux médicaments, ces entreprises-là ont pignon sur rue chez nous. C'est ça aussi. Merci. Qui contraste avec l'engagement politique officiel. On va écouter rapidement Lucien. Il y a les faux médicaments qu'on combat, mais que dire des produits traditionnels, notre pharmacopée, qui nous est utile, mais dont personne ne peut s'assurer des principes actifs et surtout du dosage. Tu poses des questions, tu viens du coq à l'âne. Tu vas ici, c'est pas ça. C'est faute de temps, je voudrais que chacun réponde à un espèce de sujet. C'est-à-dire, actuellement, on vient de criminaliser la vente de faux. Le processus est en cours. Mais quel commentaire nous faisons? Il faut qu'on voit le problème de notre médecine traditionnelle est à part.
Nous avons, ça, on peut amener les deux. Mais le problème du faux médicament, on est en train de mettre en place le processus de criminalisation. Attendons qu'on mette ce processus de criminalisation en place et nous faisons les beaux commentaires. Merci beaucoup. Il est 12h passé de 2-3 minutes. Nous respirons un peu, nous nous ouvrons à vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous avons parlé aujourd'hui de la déclaration de Kara par laquelle les journalistes veulent convenir d'une grille tarifaire à imposer à tous les prestataires de services. On a parcouru le processus électoral avec les derniers événements et nous sommes revenus sur la lutte des chefs d'État africains contre les faux médicaments. Voilà l'un ou l'autre sujet qui devrait vous intéresser. Didier en ligne, bonjour. Oui. Oui. Merci Didier. Alors, je ne sais pas qui a parlé de la pharmacie. Évidemment, c'est Didier, hein, Didier qui répond à Didier. Évidemment, on ne peut pas donner le nom de la pharmacie parce que la police qui avait fait le travail n'a pas jugé pour donner le nom de la pharmacie, mais a quand même communiqué sur le sujet. Et donc après, ça peut être sur un aspect ponctuel où quelques jours on a découvert des produits contrefaits ou des faux médicaments dans la pharmacie, mais au-delà, la pharmacie peut continuer à vendre des produits de qualité. Et donc on ne peut pas donner le nom de la pharmacie pour leur poser préjudice. Mais ce qu'il dit, c'est évidemment un sujet intéressant. Il faut quand même qu'on contrôle le processus et les officines pour savoir qu'est-ce qui est vendu. Merci. Lucien, Didier voulait savoir pourquoi la CENI ne mettrait pas à disposition d'Akoyomé ou bien de tous les candidats le fichier électoral. L'auditeur qui a posé la question, il me l'a posé pourquoi? Parce qu'il veut savoir. Ah bon, je vais lui répondre. Répondez-lui. Quand nous sommes à l'antenne, c'est les partisans, les militants qui nous posent des questions. Parce qu'ils ont tel candidat à défendre, tel autre à défendre. On ne pouvait pas mettre à la disposition des candidats le fichier électoral avant l'audit au moins. L'audit a été fait la dernière fois. Et maintenant que c'est fait? Ben alors, l'audit a été fait quand? On ne peut pas dès à présent commencer. Non, ça dit que les gens veulent aller aux élections. Si nous les jeunes devons suivre les polémiques, on ne fera rien. Merci beaucoup. Et Didier voulait également savoir pourquoi nous ne ferions pas comme le Sénégal ou Bénin en donnant les informations de façon proactive. Uriel Ignan. C'est à cette question que je voulais répondre. Eh bien, répondez-y. Toutes les formations que nous avons reçues par la CENI, la HAC et tout dernièrement la communication livrée par Mme Aouissova à Kara, on nous a interdit d'annoncer les tendances. Disons que le code électoral ne permet pas que la presse togolaise avance des résultats avant la CENI. Merci, l'auditeur suivant. Bonjour. Alors, bonjour. Papa Sodine. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Bon, je vous salue. Nous vous saluons en retour. Je dis bonjour à tout le plateau. Merci. Moi, je voudrais m'intervenir surtout sur le point de fausses produits. Faux médicaments. Faux médicaments, voilà. Oui. Ou bien de, je sais pas,
faux médicaments, faut dire, allez-y. Oui. Moi, ce que les chefs d'État ont fait là-bas, là, c'est du flop. Pourquoi je dis ça? Mais quand il n'y a pas d'argent dans le pays, si il va au bord de la vie, au moins il va soulager. Donc, tout aller à la pharmacie. Donc, on prend le suite. Merci. Avec quoi? Merci, papa. Oui. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais ce qui se fait là-bas, c'est pour plaire aux Européens. Vous avez bien... Pour le second coup, là. Oui. Ce qui concerne la CENI. Ok, je vais revenir. Eh bien, revenez. Aliou Chakala, le pauvre va acheter les produits, les faux médicaments, mais est-ce que le pauvre a raison d'aller acheter la mort si ces faux médicaments ne sont pas indiqués pour le guérir de sa maladie? Non, je ne suis pas d'accord avec Papa Sanguiné. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut tout prendre et s'exposer après aux dialyses et aux autres problèmes liés à la consommation de ces faux médicaments. Donc, je crois qu'il y a les produits génériques qui sont quand même à la portée de tout le monde. Moyenne. Donc, vivement, au lieu d'aller se rabattre sur les produits vendus. Merci. Quelqu'un dirait que même en temps de famine, ce n'est pas tous les aliments qu'on consomme. Monsieur Maglo, Aline, bonjour. Oui, monsieur Maglo, nous vous écoutons. C'est bien fait pour lui. Oui, mais, monsieur Maglo, vous vous rappelez, nous avons reçu il y a quelque temps le président de l'ordre des pharmaciens, le docteur Innocent Peto, qui s'était élevé contre cette accusation. Encore une fois, monsieur Maglo, c'est une accusation que vous portez contre les pharmaciens, ceux avec quoi, prochainement nous aurons un pharmacien pour comprendre davantage ce sujet. Qu'est-ce que les pharmaciens font concrètement? Mais, Moi, je ne sais pas faire autre chose. Un docteur en pharmacie doit être prêt de découvrir des molécules. Merci, monsieur Maglo. Nous vous avons écouté. Nous reviendrons sur le sujet avec un expert des questions en pharmacie. Le suivant, c'est monsieur... C'est Papa Fadjiné. Ah, bon retour. Merci. Ce contrôle, ce que je voudrais dire est que dans d'autres pays, ou bien dans plusieurs pays, après les élections, les stations de radio donnent leur bout de vie sur les résultats. Mais ici, on te prend notre temps. Pourquoi? Non, à ce niveau-là, les commentaires sont permis, mais c'est que la loi électorale ne permet pas que les médias avancent des, disons, des positions ou bien des chiffres avant la CENI. C'est une question légale. La compilation même interdite. Oui, mais c'est Papa Sanguiné, c'est la loi. S'il faut changer ça, il faut réformer d'abord la loi électorale. Merci beaucoup.
Merci. Comment reconnaître le bon produit du faux? C'est une question sur laquelle nous reviendrons avec un expert de ces questions. Uriel Egna, vous manifestez l'intention de prendre la parole? C'est l'avant-dernier auditeur pour dire qu'il a trop avancé les affirmations un peu gratuites. Le contrôle passe par des laboratoires de contrôle. Quand il dit qu'un docteur en pharmacie est capable d'identifier un faux médicament et un vrai, on ne l'identifie pas à l'œil comme ça. Il faut des laboratoires de contrôle et il ne faut pas qu'il sème du doute. Merci. C'est Didier qui revient en ligne? Oui, oui. Bon retour, Didier. Merci beaucoup, bonjour. Pour la question de journaliste, on nous a dit dans le code public et thématique, ce qui est affiché, c'est rentré dans le temps public. Moi, je vais dans l'environ de moi, c'est affiché, c'est rentré dans le journaliste au public. Ce problème, est-ce qu'il est normal que le fichier ne le tenait pas encore audité et puis quand il est dates des élections, le fichier n'est pas audité, on ne demandait pas le nom des élections. Je reprends votre doyen. Il me dit, moi, je ne sais pas participateur de base de Merci Didier. est-ce qu'il est normal que le fichier qui n'est pas encore audité, que le fichier n'est pas encore audité, mais on fixe la date des élections? Merci. Lucien, Didier veut savoir, ce n'est que vendredi qu'on connaît le fichier définitif, alors que la CENI et le gouvernement avaient annoncé la date des élections beaucoup plus tôt. Oui, mais on avait audité le fichier pendant presque un mois. Ce n'est pas un travail banal. On nous a déjà convoqué plusieurs fois pour suivre l'exercice. De toute façon, nous devons cesser d'amalgamer. On ne nous a rien fixé. C'est la Constitution qui fixe la date de l'élection présidentielle. Point barre. Ce n'est pas on qui a fixé. Quand le chef de l'État, 5 ans après, 5 ans, on va aux élections. Merci. Abonné en ligne, bonjour. Merci. Ah, c'est vous qui le dites. Bonjour à vous. J'ai deux interventions. Allez-y rapidement. La première, c'est sur la criminalisation aux médicaments. Oui. Je veux savoir à quel niveau exact se fait la criminalisation. Est-ce que chez les vendeurs, est-ce que chez les acheteurs, ou bien est-ce que chez les producteurs? Puisque Orange Nouveau, beaucoup ont manqué. Et à quel niveau exactement va criminaliser? Merci. La question numéro 2. Ok. Pour la question numéro 2, je veux qu'on peut bien construire un état de droit. Vous avez dit qu'on vous a interdit à la presse de débat de donc vous m'avez donné un droit de leçon pour essayer de poser pour pouvoir l'appliquer exactement à part. Mais je voudrais savoir pourquoi dans la démocratie de l'État, les gens ont fait spécialement pour représenter la République. Leur parti se positionne pour leur avenir. Et aujourd'hui, on a des difficultés concrètes. Qu'est-ce que vous voyez de cet acte-là, pour les journalistes? Merci. Marc Aboflan, à quel niveau va se situer la criminalisation des faux médicaments? La loi 4 n'est pas encore adoptée. Je pense que ça va être adopté prochainement, mais je pense que ça devrait être à tous les niveaux. Mais on attendra cette loi-là pour voir à quel niveau la volonté politique de criminaliser va se situer. Merci Tchakala. L'ami est revenu sur le cas un peu Aoudi, ceux qui émanent d'une formation politique, qui prêtent serment au nom de la République et qui se retrouvent interpellés par leur parti de déserter les institutions de la République. Non, mais ce n'est pas ce cas-là qui est le type de que nous vivons dans notre pays. Okay. Avant d'y aller, il a... Ben, même au niveau même du sommet de l'État, vous conviendrez avec moi que quand il y a certaines manifestations et on demande que le chef de l'État démissionne ou bien on demande à ce que le chef de l'État quitte ses fonctions, ce même chef d'État aussi a prêté serment. Donc je crois que c'est une question de conscience, c'est une question de rimer avec les fondamentaux qui sous-tendent le parti duquel on vient pour prêter serment. Ce parti-là vous retire sa confiance, donc vous n'avez qu'à retourner à votre petite entité. Merci, monsieur Padenou. Padé, bonjour. Bonjour, monsieur. Comme vous nous entendez. J'aimerais poser deux questions. Allez-y rapidement. La première, on s'appelle maintenant la politique togolaise est devenue folle. Et de l'autre côté, il y a M. Boy, qui est le
M. Agbéo est important pour conclure en 2020? Merci. Et la deuxième? Et la deuxième, depuis 2005, est-ce qu'il y a des élections transparentes au Togo? Merci beaucoup. Didier Asogba, est-ce que Agboyome Kodjo peut damer le pion à Faure Gnassingbé? De toute façon, c'est une élection qui est organisée et cette réponse-là doit être donnée par les électeurs. Les 3 614 000 et quelques électeurs qui sont appelés à choisir le président de la République doivent donner la réponse finale dans les urnes. Maintenant, après, il y a ce qui est dit dans les urnes, après il y a tout un processus pour proclamer le résultat. Donc, je ne peux pas dire tel peut, tel ne peut pas ou tel peut, mais aux électeurs d'aller dire qui peut véritablement battre le président. Merci. Juste rappeler qu'en face de Faure Gnassingbé du pouvoir, il y a Agboyome Kodjo de l'opposition, Fabre Jean-Pierre de l'opposition, Gogué Aimé de l'opposition, également professeur Oulou de l'opposition et Dr Kouessan. Donc 6 candidats de l'opposition. Donc 6 candidats en principe de l'opposition en face de Faure Gnassingbé. Lucien Dosmessa, le IT voudrait savoir aussi si depuis 2005, si le Togo a connu des élections transparentes. Il pose une question que je trouve tout à fait normale. Mais ce n'est pas... Il y a une seule chose que je sais. Je l'ai écrit dans mon article aujourd'hui. Chaque fois qu'on conteste les élections au Togo, je n'ai vu aucun parti politique nous apporter les preuves matérielles de ces contestations. Souvent, le jour des élections au Togo, il n'y a rien. Tout se passe bien. Après la proclamation, naturellement, un candidat, on dit qu'il y a fraude. Fraude où il peut y avoir différents types de fraude. Donc moi, je ne vais pas passer toute ma vie à parler s'il n'y a jamais eu de fraude électorale et d'élection non fraudée au Togo. Parce que le problème est lequel? Si cette année, on a fraudé, il faut que ceux qui nourrissent l'ambition de faire de la politique, de conquérir le pouvoir, fassent en sorte que la prochaine fois, la fraude soit minimisée. Merci. Ainsi de suite, le combat qui écrit aujourd'hui, élection présidentielle, le temps de la vérité, le phénomène de la fraude électorale, est-ce un alibi ou réalité? Article à lire à la page 3 de Le Combat du Peuple. Voilà. Merci à vous tous qui êtes entrés en ligne aujourd'hui. On va revenir rapidement pour vos mots de fin d'émission. Juste le temps, Uriel. Vous avez écrit un article social sur les services que nous fournit ou que la TDE est censée nous fournir. Oui, ça c'est rapidement. La TDE actuellement fournit un service très médiocre ce qui concerne la zone d'Agoué par exemple. Allez interroger tous les ménages. Non, vous les avez interrogés, oui. Qu'est-ce que vous nous rapportez? Il n'y a pas de l'eau, le courant d'eau ne passe pas. Pour trouver de l'eau, il faut attendre de 23h à 3h du matin. Quand vous puisez l'eau dans cet intervalle de temps, c'est fini. Au cours de la journée, vous n'avez pas de l'eau. Et toutes les tentatives pour les joindre, pour des explications, ils ne décrochent pas, ils ne vous reçoivent pas, ils ne communiquent pas, ou ils sont fatigués de communiquer, on ne sait pas. Et chaque fin du mois, les factures qui tombent, vous ne savez pas c'est sur quel type de consommation. Ça, franchement, la TDE actuellement... Merci. Méga Info qui écrit TDE, du service médiocre au calvaire des consommateurs d'Agoué. Juste rappeler que l'eau, c'est la vie. On devrait pouvoir fournir au moins de l'eau en quantité et en qualité à sa population. Vous avez la parole, vous la gardez pour 60 secondes pour votre conclusion, votre carton, pourquoi pas? Oui, bon, une conclusion, je n'en ai pas parce que j'ai beaucoup parlé aussi. Ah, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui au club. Bon, je vous ai bien passé la parole. Merci, donc je mériterais que vous m'adressiez un carton vert pour ça. Ma conclusion, c'est d'abord remercier tous les patrons de presse, tous les amis journalistes qui ont fait le déplacement de Kara, qui nous ont aidés à faire de ces JPO là une réussite. Et ensuite remercier par avance les partenaires de la presse, les consommateurs d'informations et tous ceux qui vont faire appliquer cette grille tarifaire harmonisée une fois qu'elle sera disponible. Décidément, c'est la belle saison entre Kara et la presse parce que nous apprenons que le patronat de la presse togolaise, PPT, s'apprête à se transporter à Kara en fin de mois pour également une formation. Oui, bien évidemment.
alors qu'on disait que Kara serait une zone fermée. Du moins, la presse a le secret de percer les zones difficiles d'accès. Je rappelle qu'en 2018, les JPO s'étaient tenus à Sokolé, ce n'était pas évident. Maintenant, on revient de Kara et PPT s'apprête à y retourner. Vous savez, tout ce qui se dit sur les zones difficiles d'accès, je pense que certaines personnes fomentent un certain nombre de choses dans les esprits et le diffusent aux gens. En réalité, Kara est une ville du Togo comme toutes les autres villes. Et tous ceux qui veulent y accéder. Alors, votre carton? J'ai pas de carton. Merci de passer. Je reviens à vous, Uriel, pour votre carton. Oui, j'ai attribué un carton vert à début d'année à tous les conducteurs de véhicules, y compris vous qui êtes ici, pour le fait que... Mais vous-même, vous conduisez un véhicule parce que une moto est aussi un véhicule, donc, les véhicules à partir de 4 roues, vous payez les taxes lors du franchissement des postes de péage pour tous les efforts que vous finissez en préparant votre monnaie exacte pour ne pas retarder les autres et pour ne pas créer des soucis. Donc, carton vert à vous tous et que tous les conducteurs emboîtent le pas. Merci. Juste rappeler que de Lomé à Kara, on paie le péage à Davier, à Sotuboua et dans Aléjo. 3 fois aller, 3 fois au retour. Didier Azogba, votre carton? Avant mon carton, j'aimerais également parler de Kara que la presse réussit à percer aujourd'hui. On aurait aimé que ce soit pour tout le monde, pour la presse, pour les politiques, pour les sportifs, pour presque tout le monde, pour que la fédération organise un congrès à Kara, mais pour que certaines appréhensions sur certaines villes soient ôtées. Après, je n'ai pas de carton. Bonne journée à tout le monde. Merci. Aliro Mourou Tchakala? Non, mais mon carton, il est vert chlorophylle à toutes les organisations de presse qui ont accepté de prendre un acte fort à Kara, un acte qui aura le mérite de changer notre vie, de changer le traitement qu'on accordait à nos collaborateurs. Donc, vivement que cette grille harmonisée soit mise à la disposition de tous les partenaires à la date du 31 janvier. Merci Didier, plutôt Lucien Dossoumensan. Votre carton de fin d'émission? Non, aujourd'hui, je n'ai pas de carton. Merci. Nous réitérons notre carton de foi à Dieu Tout-Puissant, que ce soit Allah, Yahvé, Maosoko Lissa. C'est Dieu qui est avec nous. Dieu nous a amenés à Kara, nous a ramené Saint-So. Nous sommes au studio. Prions que Dieu porte tous les Togolais dans son amour, dans sa paix. Mais attention, que les Togolais également revisitent leur Dieu, que nous nous portions en croyant, respectueux des principes divins et des principes laïques de la République. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain mardi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.